professeur Najib Mohamed Bouayed, qui est membre de cette prestigieuse académie, qui est président de Société vasculaire en Algérie, qui a beaucoup publié, qui a beaucoup écrit et qui a une équipe très sérieuse et donc qui travaille là. Merci. Tiens la parole, mon ami. Je tiens à remercier encore une fois les organisateurs et les responsables de l'Académie pour nous avoir invités. Et je tiens aussi, moi aussi, à rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Et je comprends la souffrance de leurs proches et de leurs parents parce que nous-mêmes, on a été victimes de cette barbarie pendant plus de 10 ans en Algérie, les années 90, c'était affreux. Et donc, étant donné que moi, j'aime Paris, que j'ai habité à Paris, alors je dirais, je suis Paris. Voilà, je vais vous parler des complications vasculaires et cardiaques de la maladie de B7. La maladie de B7 est fréquente au bassin méditerranéen, au Japon et notamment au Maghreb, où elle a une incidence de 100 à 100 000 habitants. La maladie de B7 est une vascularite inflammatoire multisystémique d'étiologie inconnue. Ses manifestations les plus fréquentes sont cutanéo-muqueuses et oculaires, mais la maladie de B7 atteint aussi les artères et les veins de tout calibre. Les thromboses veineuses sont les plus fréquentes parmi les atteintes vasculaires et les lésions artérielles sont plus rares. Mais elles sont beaucoup plus graves lorsqu'elles se déclarent sous forme de faux anévrismes complexes à risque de rupture. Les atteintes thoraciques sont peu fréquentes, elles aussi. Parmi elles, les lésions médiastinales engagent, elles aussi, le pronostic vital, qu'il s'agisse d'anévrismes pulmonaires, de faux anévrismes de l'arche aortique ou de l'aorte thoracique descendante. Le diagnostic de maladie de B7 est essentiellement clinique. Il est basé sur les critères de l'International Study Group for B7 Disease. S'il y a des ulcérations orales récurrentes, plus de 3 fois par an s'associent 2 des manifestations suivantes: ulcération génitale récurrente, lésions oculaires, lésions cutanées et un Patergy test positif. Le diagnostic de maladie de B7 sera posé avec une spécificité de 96%. Nous utilisons actuellement le plus souvent les critères diagnostiques décrits par Davachi qui donnent 2 points à l'aphthose génitale et à l'atteinte oculaire, 1 point à l'aphthose buccale ou au Patergy test positif et surtout 1 point à l'atteinte vasculaire, qu'elle soit artérielle ou veineuse. Le diagnostic est établi à partir de 3 points avec une spécificité qui peut atteindre les 96%. Nous avons étudié de manière rétrospective une série de 15 cas d'atteinte vasculaire médiastinale et cardiaque survenus lors de la maladie de B7 pendant une période de 10 ans. Les anévrismes pulmonaires ont été exclus de cette étude. La moyenne d'âge est de 36 ans, le sexe masculin est prédominant. Cette série comporte un cas de thrombus du ventricule droit chez une patiente qui avait déjà une thrombose massive de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques, 10 cas d'atteinte veineuse médiastinale, dont 8 cas de thrombose de la veine cave supérieure, 2 cas de thrombose du tronc veineux innominé. Il y avait 4 cas d'atteinte artérielle, exclusivement des faux anévrismes, 2 de l'arche aortique distale, 1 volumineux de l'aorte thoracique descendante qui comprimait le médiastin postérieur et 1 faux anévrisme du tronc artériel brachiocéphalique qui était lui-même associé à une ancienne thrombose de la veine cave supérieure. Les atteintes cardiovasculaires médiastinales ont été révélatrices de la maladie de B7 dans 4 cas. Tous les patients avaient eu une aphthose buccale, 12 une aphthose génitale, 4 des lésions oculaires, 4 des lésions cutanées. Le Patergy test n'a pratiquement jamais été réalisé. Il y avait 4 lésions articulaires associées. 4 patients avaient déjà eu une thrombose veineuse profonde et une patiente avait déjà eu un faux anévrisme fémoral qui a été traité par une endoprothèse qui s'est occluse mais de manière asymptomatique. L'angioscanner réalisé dans presque tous les cas a permis de poser le diagnostic lésionnel et d'évaluer le siège, l'étendue et les caractéristiques de la lésion vasculaire. Le traitement des thromboses veineuses a été assuré par des anticoagulants et par une abbopant moléculaire relayée par un antivitamine K. Les patients les plus récents ont reçu un anticoagulant direct par voie orale, le rivaroxaban. La corticothérapie à raison de 1 mg par kilo et par jour, puis à dose dégressive, dénormalisation de la CRP et un immunosuppresseur, nous utilisons l'azatioprine à raison de 2,5 mg par kilo et par jour, sont systématiquement associés pendant au moins 1 an et parfois même jusqu'à 4 ans dans les récidives. Des séquelles invalidantes d'un syndrome cave supérieur ont nécessité la réalisation d'un pontage prothétique entre la veine sous-clavière gauche et l'auricule droit. Le thrombus du VD, lui aussi, du ventricule droit, lui aussi, a été traité médicalement, trithérapie, anticoagulant, corticothérapie et immunosuppresseur, en raison de l'association chez cette patiente de thrombose récidivante de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques.
En ce qui concerne les atteintes artérielles, le faux anévrisme du TABC, du tronc artériel brachiocéphalique, a été opéré en catastrophe, qualité compressif et suffocant. Par sternotomie, une prothèse a été interposée entre le tronc artériel brachiocéphalique et la carotide primitive droite. L'artère sous-clavière droite a été réimplantée sur cette prothèse. Toutes les anastomoses ont été renforcées par du tissu prothétique. Et puisqu'il y avait un syndrome cave supérieur qui était associé à la lésion artérielle, là aussi un pontage prothétique entre la veine sous-clavière gauche et l'auricule droit a été réalisé. Les 2 faux anévrismes de la paroi postérieure de la crosse ont été traités par méthode hybride, transposition sous-clavo-carotidienne et mise en place d'endoprothèses couvertes couvrant largement la zone de perforation aortique. Le volumineux faux anévrisme de l'artère thoracique distale a été traité par un stent multicouche qu'on appelle aussi modulateur de flux multicouche. Tous ces patients avec des lésions artérielles ont reçu au long cours de la prédnisone et des lumurels comme immunosuppresseurs. Le suivi moyen est de 6 mois. Il y a eu 4 décès au cours de ce suivi. Un à la suite d'un syndrome de défaillance respiratoire aiguë en post-opératoire chez le patient qui avait le faux anévrisme du tronc artériel brachiocéphalique. Un décès est survenu par rupture de faux anévrisme au niveau de l'aorte cœliaque 9 mois après une procédure endovasculaire sur l'arche aortique. Un décès est survenu après une insuffisance hépatique aiguë. C'est la patiente qui avait le thrombus du VD et qui avait un syndrome de Budd-Chiari. Ce décès est survenu 2 ans après le début du traitement. Un décès est survenu suite à une hémoptysie massive en rapport avec une rupture de varice œsophagien, 4 ans après le diagnostic d'une thrombose cave supérieure. Toutes les endoprothèses ont évolué normalement, sans récidive et sans thrombose. Il y a eu 4 récidives au niveau des veines du système cave supérieur et une embolie pulmonaire. Voici là une image échographique du thrombus du ventricule droit. L'image scanographique coupe axiale du volumineux faux anévrisme du TABC. Le même malade en coupe sagittale, scanner des coupes sagittales. La patiente qui avait de multifaux anévrismes, dans l'un au niveau de l'arche aortique distale et d'autres iliaque et aortique. Une première procédure a été faite chez elle, endovasculaire au niveau de l'arche aortique distale, mais cette patiente est décédée 9 mois après, non pas de ces faux anévrismes iliaques, mais elle est décédée de la rupture de ces faux anévrismes de l'aorte viscérale. C'est une malade qui prenait très mal son traitement et qui parfois même l'a arrêté. Voici le cas du volumineux faux anévrisme, comme vous le voyez ici, qui comprimait le médiastin postérieur et dont la porte d'entrée, la perforation était située à 4 cm au-dessus du tronc cœliaque. Ce faux anévrisme a été traité par la mise en place d'un stent multicouche et un angioscanner qui a été fait 2 ans après de cette procédure montre très bien la disparition totale et complète du faux anévrisme, un stent multicouche qui est très bien en place, une parfaite perméabilité des artères viscérales. Ce patient, bien sûr, est resté sous traitement médical. On lui a conseillé de ne jamais l'arrêter. Voici, c'est le même malade, une coupe sagittale et une reconstruction tridimensionnelle, et le même malade en résumé avant et 2 ans après la mise en place du stent multicouche. Alors que dire qu'en commentaire, c'est que les complications cardiaques de la maladie de B7 sont rares. Elles peuvent se manifester sous forme de thrombus intracavitaire, de fibrose endomyocardique, de rupture des sinus de Valsalva, de péricardite, de dysfonction valvulaire, mais surtout d'atteinte des coronaires avec des infarctus du myocarde. Le chylopéricarde, lui aussi, existe aussi, mais il est très rare. Très peu de cas ont été publiés en rapport avec l'extension de la thrombose de la veine cave supérieure qui va fermer l'orifice du canal thoracique, qui se traite généralement médicalement, mais parfois une ligature de la crosse et la réalisation d'une fenêtre péricardique sont nécessaires pour le traiter. La thrombose de la veine cave supérieure ne représente que 2,5% des cas de maladie de B7, mais la maladie de B7 est une cause fréquente de thrombose de la veine cave supérieure dans les pays où son incidence est très élevée. Elle peut être primitive ou secondaire à l'extension d'une thrombose axillo-sous-clavière, peut être associée à une thrombose de la veine cave inférieure, et surtout elle peut être associée à un anévrisme pulmonaire qu'il faudrait systématiquement rechercher. La thrombose cave supérieure est très grave puisqu'elle s'étend rapidement et massivement et qu'elle reprend presque constamment à l'arrêt du traitement. Elle peut aussi donner une hémoptysie massive par rupture de varice de varice bronchique, comme ce fut le cas d'un de nos patients. Elle peut aussi donner des grosses hématémèses par rupture de varice œsophagienne en rapport avec le développement des circulations collatérales secondaires à la fibrose médiastinale. Le traitement des thromboses de la veine cave supérieure se traite bien sûr médicalement. Et ce traitement médical fait appel à la corticothérapie et aux immunosuppresseurs. L'efficacité des anticoagulants d'après la Ligue européenne contre le rhumatisme n'est pas démontrée, n'est pas prouvée, mais nous pensons, comme d'ailleurs l'immense majorité, que les anticoagulants sont indispensables, prescrits au long cours, parfois à vie en cas de récidive.
Un immunosuppresseur en bolus initialement peut limiter l'extension du thrombus, mais pour nous, là aussi, à long terme et par voie orale, nous pensons que l'immunosuppresseur diminuerait de manière significative la récidive des lésions veineuses et artérielles liées à la maladie de B7. Un syndrome cave supérieur sans thrombose est possible. Il est secondaire à un épaississement pariétal en rapport avec le processus inflammatoire puissant de la maladie de B7. Lui aussi, il se traite médicalement par la trithérapie, anticoagulant, corticoïde, immunosuppresseur. Enfin, dans les séquelles invalidantes d'un syndrome cave supérieur, des techniques de pontage chirurgical et des techniques endovasculaires permettent d'améliorer la situation clinique. Les lésions aortiques, la prévalence des lésions aortiques au cours de la maladie B7 n'est que de 1,5 à 2,7%. Elle se manifeste souvent sous la forme de faux anévrismes particulièrement graves car engageant le pronostic vital, en raison du taux élevé de mortalité secondaire au haut risque de rupture. Les faux anévrismes de l'aorte thoracique sont plus rares que ceux de l'aorte abdominale, mais ils seront plus fréquemment en raison de leur diagnostic tardif, car initialement asymptomatiques. Les faux anévrismes aortiques se traitent chirurgicalement par remplacement prothétique. Ceux qui sont situés au niveau de l'arche aortique font appel à la circulation extracorporelle. Nous avons l'habitude de renforcer systématiquement toutes les anastomoses par des attelles prothétiques. Les faux anévrismes de localisation complexe, aorte viscérale, arche aortique, sont à l'origine de difficultés opératoires et d'une morbidité et d'une mortalité non négligeables. Ces raisons ont amené à proposer le traitement endovasculaire qui s'est beaucoup développé ces dernières années dans le traitement des faux anévrismes aortiques. AMA a déjà rapporté en 2004 un cas de faux anévrisme aortique traité avec succès par voie endovasculaire. Les faux anévrismes de l'arche aortique s'opèrent généralement, comme je l'ai dit, sous circulation extracorporelle. Mais Hong a publié en 2011 un cas de faux anévrisme thoracique traité par une technique hybride, pontage carotido-carotidien et mise en place d'une endoprothèse couverte avec une bonne évolution à 2 ans. Nous avons nous-mêmes rapporté et utilisé la technique hybride dans 2 cas. Dans un cas, le traitement endovasculaire a fait appel à un stent multicouche, modulateur de flux multicouche pour un faux anévrisme de l'aorte thoracique distale avec un excellent résultat à 2 ans. Il n'y a eu aucune complication en rapport avec l'endoprothèse pour nos 3 cas rapportés de faux anévrismes aortiques médiastinaux complexes. Néanmoins, le nombre de cas publiés et notre nombre à nous 3, le suivi à long terme, sont encore insuffisants pour juger de l'efficacité du traitement endovasculaire vis-à-vis de ces lésions artérielles de la maladie de B7. Le traitement médical par la bithérapie corticoïde immunosuppresseur est fondamental. Il doit être obligatoirement associé au traitement chirurgical ou endovasculaire des faux anévrismes aortiques. En effet, à l'arrêt de ce traitement ou lorsque celui-ci est insuffisant ou mal pris, les récidives sont très fréquentes, récidives graves estimées entre 30 et 50% des cas, voire même plus. Ces récidives surviennent soit au niveau des anastomoses, soit au niveau des d'ancrage des endoprothèses, généralement au cours de la première année qui suit la procédure, mais même au-delà de la première année, au niveau d'autres localisations artérielles pouvant être beaucoup plus complexes et pouvant survenir pendant toute la vie du patient. Ces récidives se traitent actuellement le plus par des techniques complexes endovasculaires. Donc finalement, le mieux pour qu'il n'y ait pas de récidive, et le plus important, et pour diminuer ce taux de récidive, c'est la poursuite rigoureuse de la bithérapie et la prescription au long cours, même si ces médicaments ont des effets iatrogéniques. En conclusion, que dire? C'est que la probabilité de décès dans la maladie de B7 est faible, sauf dans les complications aortiques et artérielles pulmonaires, en raison du risque de rupture et de récidive. Les lésions cardiaques et vasculaires médiastinales sont peu fréquentes, mais elles posent souvent de gros problèmes thérapeutiques. Un suivi clinique et médicamenteux rigoureux, régulier et persuasif pour une bonne observance du traitement doit permettre d'améliorer le pronostic, non seulement vital, mais aussi fonctionnel et la qualité de vie des patients avec des localisations graves de la maladie de B7. Je vous remercie. Félicitations, professeur Boyette, pour votre communication qui est très, très intéressante. Et je voudrais appeler les 2 commentateurs précédents s'ils voudraient intervenir. Puisqu'il n'y a pas eu de commentateurs, parce que c'est un sujet qui est très, très pointu. Et donc, voilà. Je voulais dire que c'était un travail d'information extrêmement important, car pour ma part, je ne connaissais que les complications pulmonaires et les complications périphériques, alors que nous avons découvert ces autres complications artérielles qui sont très importantes à connaître vu les mouvements de population. Exactement. Monsieur Koskas. Oui, bravo. Vous avez parlé de complications post-pose de stent graft, c'est ça? D'endoprothèse? Oui, il peut y avoir. Oui.
Non, on n'a pas eu nous, on a placé 3 endoprothèses et tout. Donc, bon, le nombre de cas n'est pas très important. Seulement, il a été décrit des récidives au niveau des zones d'ancrage des endoprothèses. Voilà. Des faux anévrismes qui récidivaient au niveau des zones d'ancrage de ces endoprothèses qui, initialement, étaient mis pour, justement, traiter un faux anévrisme. Mais ça, c'est le traitement médical. Hein. S'il n'y a pas de traitement médical, il y aura récidive. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que le traitement médical dans nos contrées est très sous-estimé et sous-utilisé. Oui. S'il n'y a pas de traitement médical, c'est la récidive ipso facto. C'est Chapuis. Bravo pour cette très intéressante exposé. Je voulais vous demander, c'est une maladie familiale, puisque, enfin, a priori, en tout cas régionale, c'est d'après ce que vous nous avez dit. Donc, est-ce qu'il y a une transmission génomique, et est-ce qu'on pense pouvoir détecter les anomalies du génome qui permettraient soit, enfin, de prendre un certain nombre de mesures de prévention sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre. Oui, elle n'est pas franchement régionale, mais elle est un peu internationale, mondiale, parce qu'elle existe beaucoup au Japon, en Chine, en Turquie et en Afrique du Nord. Et puis maintenant, avec la migration et les migrants, vous en allez en avoir pas mal après. Voilà, vous allez en avoir. Bon, et c'est vrai qu'il y a une prédisposition génétique, enfin, des anomalies génétiques ont été trouvées, puisqu'ils ont trouvé que l'antigène auto-immun HLA-B51 était retrouvé chez à peu près 75% des patients qui avaient la maladie B7. Mais en même temps, 10 à 15% n'avaient pas cette HLA-B51. Donc il y a toujours de l'hésitation. Donc les théories qui permettront, ou bien la théorie qui essaie d'expliquer exactement l'origine de la maladie B7 n'a pas encore été trouvée. On pense à beaucoup de choses, mais rien de précis. Professeur François Garal. Félicitations pour ce brillant exposé, mais en marge de la maladie de B7, je voudrais vous demander un conseil sur ce qu'on aurait dû faire pour un malade opéré d'une désinsertion de la veine cave, pour lequel nous avons pu le rattraper et réaliser un pontage cavo-atrial, et savoir si un traitement anticoagulant spécifique aurait était nécessaire. Voilà, une désinsertion que j'ai présenté il y a 20 ans ici. Du maladie de B7, je sais pas. Non, justement, c'était un traumatisme, oui, voilà, qui a été rattrapé. C'était une désinsertion cardiaque de la veine cave inférieure, oui, qui a été rattrapé par un pontage cavo-atrial. Cavo-atrial. J'ai rapporté ça ici il y a 20 ans. Alors, voilà, oui, on peut donner des anticoagulants en post-opératoire. Oui, nous l'avons conseillé, mais elle ne l'a pas fait. Mais elle est vivante 25 ans après. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, fini. Très bien. Écoutez, chers amis, désolé d'avoir fait que la séance se soit prolongée. Il y avait 7 interventions, mais c'était pour honorer nos amis et collègues algériens. Je crois qu'on n'a pas été déçus de leur présentation. Merci aux 2 modérateurs qui ont organisé la session Outre-Méditerranée. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, une bonne fin de semaine. Je vous indique donc que la semaine prochaine, nous avons la dernière séance de l'année qui sera consacrée au prélèvement multi-organes en vue de transplantation. Et je vous invite à venir nombreux assister à cette dernière séance de l'année 2015. Bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.